Juan Guaido. Mais ce n'est pas allé au bout, alors que Juan Guaido était soutenu par des masses monumentales. Mais comme tout l'appareil d'État, et comme tout le peuple vénézuélien, contrairement à Madagascar, au Népal, et ailleurs, n'a pas parlé d'une seule voix pour chasser Nicolas Maduro, il s'est maintenu malgré que Juan Guaido avait été reconnu par 50 pays, au moins, et s'était proclamé président de la République dans une base à Caracas. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Quand je vois donc les Vénézuéliens jubiler, je me dis, mais votre bêtise, je pensais que le Cameroun était le peuple le plus idiot de la Terre. C'est une manière de parler, évidemment. Mais je découvre que les Vénézuéliens sont encore, c'est-à-dire sont encore plus, à un moment donné, certains, ce qu'on a vu en tout cas défiler, c'est encore plus lamentable. Ils vous disent que oui, on voulait se débarrasser de Maduro, la dictature a fini, mais la dictature a fini comment? C'est-à-dire, eux qui sont sur le terrain, en Amérique du Sud, et qui devraient plutôt m'expliquer ce que les États-Unis ont fait à l'Amérique du Sud, c'est plutôt moi qui parle leur rappeler que, mais les gars, vous avez oublié ce que les Américains ont fait à votre continent. Il n'y a pas un continent qui a autant souffert des Américains comme l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, vous entendez des États américains, oh, je vais à Hawaï, je vais en vacances à Hawaï, mais est-ce que à Hawaï, on avait demandé aux Américains de venir? Ils sont venus par la force. Ils ont envoyé des missionnaires armés pour chasser la reine de Hawaï et s'implanter à Hawaï. On était en 1893, 1897. C'est-à-dire dans l'intervalle sur la fin du 19e siècle. C'est la même chose qu'ils ont fait il y a la reine de Madagascar, presque à la même période justement. Si à Hawaï c'était en 1893, à Madagascar, la reine Ranavalona III a été chassée par les Français du royaume de Madagascar en 1897. Et ils l'ont envoyé en exil en Algérie, ils se sont emparés du royaume de Madagascar, ils ont administré, pillé, assassiné et violé des femmes et commis tout type de carnage là sur le terrain. C'est ce que les Américains ont fait à Hawaï, progressivement. Ils ont commencé à installer des dirigeants qui étaient à leur solde. Donc, quand vous dites les États-Unis venez ici, de quoi parlez-vous? Quelle est cette amnésie incroyable dont vous avez du mal à vous détacher alors qu'on est à l'ère du numérique? On est dans une époque où celui qui n'a pas la connaissance n'a en fait aucune excuse. Aucune excuse parce que c'est gratuit. C'est-à-dire c'est gratuit même pour participer à ce live par exemple, vous ne le payez pas. Donc, il y a des gens qui dans les réseaux sociaux vous disent, voici les erreurs que tel ou tel a commis, voici ce que nous devons faire, voici ce que vous devez faire. Ne soyez pas prêts à tout pour obtenir ce que vous voulez. Soyez prêts à tout ce qui est noble pour obtenir ce que vous voulez. Ce n'est pas la même chose. Celui qui est prêt à tout ce qui est noble pour avoir de l'argent, il va, c'est-à-dire, tant qu'il a son objectif, on va lui dire, bah, ok, tu as sorti une chanson, pour avoir de l'argent, tu dois marcher sous la pluie avec tes CD, tes disques et les vendre en faisant du porte-à-porte. Ou tu dois distribuer les tracks de ton concert, faire du porte-à-porte partout pendant une semaine non-stop et tu ne dois dormir que 1 heure par nuit. Il va le faire parce que déjà, il ne fait de mal à personne. Il se donne les moyens d'accomplir son rêve et il se fait violence pour obtenir son rêve. Voilà quelqu'un qui est prêt à tout ce qui est noble pour avoir de l'argent. Maintenant, celui qui est prêt à tout pour avoir de l'argent, il va vendre sa mère, il va trahir ses amis, il va violer sa nièce, il va égorger sa petite sœur et ainsi de suite. C'est donc l'attitude là que vous avez sur la question Donald Trump qui doit intervenir en Afrique ou sur Donald Trump qui doit chasser Paul Biya ou Chiroma Bakary qui doit remplacer Paul Biya. C'est-à-dire, vous n'êtes pas prêt à tout ce qui est noble. Vous êtes prêt à tout court. C'est l'animalisation de l'être humain. Vous êtes des êtres humains, mais qui sont prêts à toutes les saletés pour obtenir soi-disant le changement. Le changement, c'est remplacer ce qui est par ce qui est mieux. On ne change pas le drap de son lit pour mettre un drap plus sale ou aussi sale que le précédent. On ne fait pas ça. Et il y a personne qui, la solution c'est quoi? C'est de garder le drap sale sur le lit? Non. Tu enlèves les 2 draps. Tu ne mets ni le propre ni le sale. Tu enlèves les 2 draps. C'est-à-dire tu enlèves les 2 draps. Tu remplaces par un drap propre. C'est comme ça, on n'a pas besoin de vous expliquer cela. On n'enlève pas un drap sale pour remplacer par un drap sale. Vous êtes prêts à tout pour chasser Paul Biya. Moi, je suis prêt à tout ce qui est noble pour chasser Paul Biya. Une révolution populaire, c'est noble. Parce que le peuple
est celui qui donne au président son pouvoir. Parce que les révolutions populaires sont toujours saluées à travers le monde, pas celles qui sont manipulées par la CIA, comme en Ukraine, en Libye ou ailleurs. Les vraies révolutions populaires. Au Népal, par exemple, à Madagascar, bon, même si l'armée est un peu récupérée sur la fin, oui, en Tunisie, en 2011, parce que c'est quelque chose de naturel. Tu as un jeune qui s'immole parce qu'il en a marre, on prend sa marchandise, il doit nourrir sa famille, il n'a même pas 30 ans, Mohamed Bouazizi, il vit dans un petit village à quelques centaines de kilomètres de Tunis, et il doit gérer, voilà, il est le parent en fait de ses frères et sœurs, ils sont 5, donc il doit se débrouiller, et on vient encore lui casser la tête avec des impôts pendant qu'il y a des milliardaires. Tu as la demeure de Ben Ali, un luxe fou pour lui et sa famille, mais c'est à lui qu'on vient casser la tête, pourrir la vie, casser les oreilles à plusieurs reprises. Il part même déposer plainte ici, dépose un recours là-bas, rien n'aboutit, et donc excédé, il se verse de l'essence, il s'immole par le feu. Voilà ce qui va engendrer le courroux légitime et naturel d'un peuple exaspéré et énervé par un dirigeant incompétent qui le prive de tout. Ça, c'est une révolution naturelle. C'est très noble. C'est un peu comme la Révolution française, même en 1789. C'est-à-dire, tu as des gens au sein de la noblesse ou du clergé, au sein de l'aristocratie, qui vivent bien, mais vraiment c'est le paradis. Voilà, mais pendant ce temps, la plèbe, les petits ouvriers, les petits travailleurs là, eux, ils doivent voilà charbonner pour survivre. Et tu as le roi qui, devant les contestations, ne trouve rien de mieux y faire que de fuir le pays, d'essayer de fuir le pays pour revenir avec ses armées prises chez sa belle famille, chez en fait des parents à lui en Allemagne, pour revenir mater le peuple à Paris. Et à travers l'Hexagone, on lui dit ben non, ça laisse tomber. Et donc là, évidemment, ça va conduire à sa décapitation, totalement légitime. Parce que c'est ça la vraie révolution dont je suis pour les révolutions populaires. Quand je vois un peuple dans la rue, moi je suis content. Je vois, c'est-à-dire, j'ai bien aimé l'opposition entre le régime iranien et les États-Unis ou les Israéliens. J'ai bien aimé qu'on botte les fesses de Netanyahou, mais cela ne veut pas dire que j'approuve la politique des ayatollahs, de l'ayatollah et des mollahs, non. Ça veut simplement dire que si c'est l'impérialisme qui doit venir organiser le changement en Iran, il vaut mieux laisser tomber. Parce que c'est pas le changement. Donc aujourd'hui, je vois les Iraniens dans la rue. Si les Iraniens réussissent leur révolution et chassent l'ayatollah et les mollahs, et qu'il n'y a pas d'intervention externe, et que monsieur Reza Pahlavi, qui est actuellement aux États-Unis nourri par la CIA, comme le général Haftar, le maréchal Haftar, en Libye, était nourri pendant 22 ans par la CIA, si c'est lui qui vient en Iran prendre le pouvoir, c'est foutu. On a volé la révolution des Iraniens, c'est une révolution trafiquée, fabriquée. Par contre, si c'est les Iraniens eux-mêmes, et qu'ils écartent tous les pions, toutes les entités formées par les États-Unis et lobotomisées, endoctrinées par les États-Unis pour vendre le pétrole iranien aux Américains et pour mettre fin au programme nucléaire iranien. Ah là, là il y a un souci. Là, les Iraniens auraient mené une révolution pour rien et auraient fait preuve de stupidité. Parce que en 53, ce sont les mêmes Américains. La CIA, je vous ai dit quand la CIA a été créée, c'est la CIA qui est venue installer qui nous a ramené le Shah d'Iran, Mohamed Reza Pahlavi. Donc, on l'a ramené parce que ceux qui étaient là étaient des dictateurs, des despotes qui n'étaient pas démocrates, mais allez voir ce que le Shah Mohamed Reza Pahlavi a fait. Qu'est-ce qui a conduit aux grandes manifestations, aux grands soulèvements qu'il y a eu en Iran en 1979? C'est effectivement le fait que le pays était invivable. Les Iraniens vivaient sous la terreur, on emprisonnait, on torturait, on éliminait les dissidents politiques, c'était irrespirable. C'est comme ça que quelqu'un qui a séjourné un peu partout en France et ailleurs, l'ayatollah Khomeini, revient en Iran avec justement ces révolutionnaires et ils prennent le pouvoir en 79. Et c'est aujourd'hui encore le régime des ayatollahs qui est au pouvoir parce que après la mort de Khomeini en 89, 10 ans plus tard, c'est Ali Khamenei, l'ayatollah actuel qui a pris le pouvoir et qui gouverne la République islamique d'Iran. Et vous voyez bien que la doctrine iranienne est ostentoirement orientée contre les États-Unis. Pourquoi vous pensez que les Iraniens se sont levés un matin et ont commencé à détester les Américains, quoi? Ben non. C'est parce que les Américains sont venus semer le chaos sur leur territoire.
C'est-à-dire, ils ont envoyé, comment dire, ils sont venus faire leurs expérimentations de déstabilisation et de manipulation. Quand on venait de créer la CIA, il fallait s'entraîner à des opérations à l'étranger. En 1953, dans le siège de la guerre de Corée, ils ont tenté de renverser Kim Il-sung, le dirigeant nord-coréen qui avait été formé et fabriqué par l'Union soviétique et avec lequel on s'était entendu que bon, on va séparer les deux Corées en deux au 38e parallèle et on va d'abord maintenir un statu quo en attendant de voir venir, en attendant de voir qui gagne la guerre froide et qui récupère, qui rafle la mise. Mais ils ont essayé donc dans cette optique de déstabiliser la Corée du Nord, ce qui n'a pas fonctionné, grâce notamment à la nature particulière du peuple nord-coréen, qui est le peuple le moins manipulable sur Terre puisqu'il est déjà totalement endoctriné par son régime, grâce au soutien chinois, grâce au soutien soviétique notamment. Et après, ils ont essayé, voilà, en Iran. Et en Iran, ils ont réussi. Ils ont envoyé l'un des descendants. Vous savez, Theodore Roosevelt, le fameux Theodore Roosevelt, celui que vous retrouvez sur le mont Rushmore aux États-Unis avec Abraham Lincoln et les autres. Kermit Roosevelt, il s'appelait. Il est arrivé là en Iran. Il a financé des Iraniens là sur le terrain pour les corrompre, pour les aider à semer le chaos, à créer le trouble, pour que le régime en place soit déstabilisé, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on a ramené Reza Pahlavi au pouvoir en Iran, grâce au soutien de la CIA. Mais quand on voit ce que Reza Pahlavi a fait, il a bradé le pétrole aux États-Unis, il partageait l'uranium aux États-Unis, bref, et c'est pour ça que les relations avec les Amériques étaient très bonnes. Dont l'ayatollah Khomeini arrive dans ce contexte-là de pillage, de trahison, de barbarie, de répression, et il dit non, c'est inacceptable. On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de gens comme ça. Il faut que nous récupérions justement notre pays pour dire non au diktat américain, et c'est exactement ce qu'il va se passer. Donc ils prennent le pouvoir et ils vont, pendant que Bush appelle l'Irak, machin chouette, l'axe du mal, pour l'Iran, il n'y a pas un axe du mal, c'est-à-dire le point, l'étoile polaire du mal. C'est un point unique. Il se trouve à Washington. Les États-Unis sont la plus grosse calamité géopolitique mondiale. Ce sont des gens gourmands, colonisateurs, impérialistes, manipulateurs, méchants, tueurs, assassins. C'est le seul pays au monde qui a largué une bombe nucléaire sur des humains. On peut tout vous dire sur Staline. On peut tout vous dire sur Vladimir Poutine. On peut tout vous dire sur n'importe qui. L'histoire retient que le seul pays à avoir largué l'arme nucléaire sur des êtres humains, c'est les États-Unis d'Amérique. Ceux qui se font appeler la plus grande démocratie du monde. C'est un peu comme les Israéliens, là, ils sont trop drôles. L'armée la plus morale du monde. Une armée qui tire sur des gens qui partent chercher à manger. Et il y a eu des scènes incroyables, là, pendant l'année 2025. Il y a un petit niveau, là, où les gens viennent... qui sépare les positions de l'armée israélienne avec la population de Gaza. Ça s'appelle le corridor de Netzarim. Au niveau du corridor de Netzarim, là où on distribue la nourriture, les gens viennent pour chercher à manger. L'armée israélienne prend l'arme et tire sur des gens qui viennent chercher à manger. Les gens ont tellement faim qu'ils préfèrent aller prendre le risque de se faire tirer dessus. Et l'excuse est toujours trouvée. Enfin, c'était des militants du Hamas. Enfin, ils nous provoquaient. Ils étaient menaçants. Des gens n'ont pas d'armes. Ils ont faim, mais ils vous menacent. Vous êtes armés jusqu'aux dents. Vous avez bien mangé, mais les gens vous menacent alors qu'ils ont le ventre vide et qu'ils n'ont pas d'armes entre les mains. Ils se font appeler l'armée la plus morale du monde. On est dans un univers totalement fou. De la même manière donc que leurs amis israéliens, les États-Unis ont ce mode opératoire là de se proclamer la plus grande démocratie du monde. La démocratie, et à quel niveau? Pour enlever un président illégitime, Donald Trump prend une mesure illégitime. Il ne consulte pas le Congrès. C'est illégal. Donc pour enlever un président illégal, toi-même tu fais dans l'illégalité. L'opération n'est pas mandatée par les Nations Unies. Maduro participe aux réunions internationales alors que vous dites qu'il est illégitime, illégal. Vous le laissez quand même participer aux réunions internationales et vous fomentez plutôt un coup illégal. Pour vous débarrasser de lui, vous passez en mode chasseur de primes. Comme si c'était un terroriste, vous mettez une prime sur un président de la République.
Celui qui le capture aura 50 millions de dollars. C'est quoi ça? Le Congrès américain n'est pas interrogé, n'est pas questionné, n'est même pas mis au courant de l'opération. La fameuse opération Absolute Resolve. Le Congrès n'est même pas mis hors pour intervenir à l'étranger. Il faut la validation du Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants, qui est l'équivalent dans nos pays en Afrique de l'Assemblée nationale, et le Sénat, qui est dans la Chambre haute aux États-Unis, exactement comme chez nous. Donc, il est allé comme ça tout seul de vous fabriquer des chefs d'accusation sortis de votre esprit. La drogue, voilà, il submerge le marché américain de la drogue. La principale cause de mortalité aux États-Unis, c'est la drogue, le fentanyl, qui tue entre 60 et 70 000 personnes chaque année aux USA. Et elle ne vient pas des États-Unis, elle vient de chez Xi Jinping, elle vient de la Chine. Le fentanyl vient de Chine, ce sont les autres pays, Mexique, Colombie et je ne sais quoi, qui organisent le mélange à partir de ces ingrédients qui viennent de Chine, et ce sont eux qui envoient ça vers les États-Unis. D'où sort-il que je m'en vais m'attaquer au Venezuela? L'objectif donc d'attaquer le Venezuela, et comme Trump n'est pas un politicien, c'est un homme de médias, il n'a jamais été politicien, il n'a jamais été bon en politique, c'est un homme de médias, un homme d'affaires, qui ne sait que faire du show, comment on dit, agir en mode entertainment. Il ne maîtrise pas le langage politique, la démarche politique, évidemment. À un moment donné, ça sort comme ça sort. Donc il finit par dire, oui, enfin, on est allé là-bas pour le pétrole. Je ne comprends donc pas les Africains. Vous venez d'entendre Trump lui-même expliquer qu'il vient au Venezuela pour le pétrole. Et vous lui demandez quand même de venir chasser Paul Biya. C'est de la stupidité volontaire ou on vous paye pour être stupide. Nous devons chasser Paul Biya. La raison pour laquelle vous demandez à Trump de chasser Paul Biya, c'est parce que nous, quand on vous dit qu'il faut népaliser le Cameroun, vous vous moquez du projet de népalisation. Sauf que pendant que vous vous moquez du projet de népalisation, vous avez un projet encore plus débile, le projet de soumission. La népalisation, c'est la souveraineté. C'est un peuple qui se lève et qui dit « Je renverse mon dirigeant qui ne répond pas à mes attentes ». Mais votre appel à l'interventionnisme américain, c'est quoi ça? Vous avez l'air de quoi maintenant? Donc on se moque de ceux qui disent que nous, les Camerounais, qui n'avons pas d'eau, d'électricité, pas de route, pas de plateau technique dans les hôpitaux, pas de bloc opératoire, pendant que le fils de Paul Biya, Brenda Anastasi, achète des montres à 50 000 € et distribue de l'argent comme ça alors qu'il ne travaille pas, vous estimez que inviter les Camerounais à descendre dans la rue est un mauvais projet, alors que vous avez vu cela fonctionner ailleurs au cours de l'année qui vient de s'écouler en 2025, et que même en Iran actuellement, que ça fonctionne ou non, vous avez quand même vu que quand un peuple en a marre, c'est à lui de prendre les choses en main et de revendiquer ce qui ne va pas. Vous vous moquez de cette initiative, et en parallèle, votre projet, c'est le projet de soumission. C'est assez incroyable. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un te dit « Ok, tu as épousé Beyoncé. Elle n'est pas belle du tout. Il fallait trouver une vraie femme, une bonne femme bien jolie, bien sexy et tout. Et il va te chercher Keïta Cortez. Donc, il s'est moqué que tu as Beyoncé. Et lui, la femme qu'il te ramène, c'est Célestine Keïta Cortez. Vous faites, c'est un peu pareil. Pour ceux qui ne sont pas, parce que je sais qu'il n'y a pas que des Camerounais qui m'écoutent, pour ceux qui ne connaissent pas Keïta Cortez, tapez Keïta Cortez sur Google, tapez Beyoncé sur Google et choisissez vous-même là-bas. Après, les goûts, et je sais pas, hein, donc à chacun de choisir. Tu te moques de la népalisation, qui est pourtant la seule issue, c'est-à-dire pragmatique, immédiate pour espérer quoi que ce soit. Actuellement, là, dans le chassement de Paul Biya, et qui est souverain parce que la népalisation, nous n'avons pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est nous-mêmes qui renversons Paul Biya, dont on n'a pas quelqu'un à remercier. On n'a pas l'or et le diamant à donner à quelqu'un. On gère ça de manière endogène, de manière camerouno-camerounaise. Une fois que c'est fait, on met sur pied une transition en choisissant nous-mêmes un civil. Les Népalais l'ont fait à travers la plateforme Discord. Quand ils ont choisi Madame Sushila Karki, qui s'est trouvée donc être l'ancienne présidente de la Cour suprême, qui n'est pratiquement pas corrompue, pas comme le régime du premier ministre sortant Prasad Chagda Sharma Oli, qui lui était corrompu, lui et sa bande de voyous, son ministre des Finances, bref, toute la clique. Donc on a pris Sushila Karki pour assurer un intérim de quelques 6 mois, je crois que les élections c'est en mars, là, dans quelques semaines.
Et à partir de là, pendant que les élections se préparent, chacun des politiciens népalais est actuellement en train de travailler sur son projet de société, son projet de gouvernance. Il y aura donc de vraies élections et les Népalais vont désigner celui qu'ils auront choisi. Pas parce qu'on les aura privés de leur choix, pas parce qu'on aura décidé à leur place, pas parce qu'on les aura orientés vers quelque chose. Ils vont choisir c'est-à-dire en ayant tout le panel de choix possible. Voilà la révolution, la vraie. Voilà la solution, la vraie. Quand on la présente sur la place publique, vous dites que non, ça c'est pas bien, vous vous moquez, vous écrivez tous les matins, le projet de népalisation, il en est où, mais avec des gens débiles, qui sont, prompts à appeler, quand ce n'est pas le diable. Issa Chiroma Bakari, c'est le père du diable, les États-Unis d'Amérique. Vous savez comment les Iraniens appellent les États-Unis le grand Satan. Vous savez comment Hugo Chavez appelait les États-Unis le diable. Quand Hugo Chavez est arrivé à la tribune des Nations Unies parce qu'il n'aimait pas venir le même jour que George W. Bush, dès que George Bush et sa bande finissent de parler, et que c'est un peu plus calme, il débarque là le lendemain, il dit « Le diable était ici hier là où je m'assois pour vous raconter des salades. » Comme vous, au Cameroun, vous aimez justement le diable, vous avez choisi le diable, Issa Chiroma Bakari. Ce n'est pas surprenant. C'est le goût pour l'enfer, c'est le goût pour le tartare, c'est le goût pour l'Armageddon, c'est le goût pour les flammes, pour la lave, pour le volcan. Vous aimez tout ce qui brûle. Et du coup, ça vous a brûlé les neurones. Vous demandez aux États-Unis d'intervenir pour remettre la démocratie, alors que les États-Unis eux-mêmes vous disent que non, on est là pour le pétrole. La femme là qui est censée être légitime, Maria Corina Machado, qui a remporté le prix Nobel de la paix 2025, normalement, c'est elle que Donald Trump devait adouber et demander qu'on l'installe au Venezuela. Mais est-ce que vous avez vu Donald Trump dire que c'est Madame Machado qui doit venir au pouvoir aux États-Unis? Pas du tout. Au contraire, Donald Trump, lui, il a demandé à ce que, il a carrément dit que Machado, elle n'est pas soutenue, elle est obsolète, il a demandé à ce que lui, il ait le prix Nobel de la paix. Et comme il n'a pas eu le prix Nobel de la paix, évidemment, il n'aime pas, il déteste Maria Corina Machado. Il la déteste totalement, parce qu'il est jaloux, il voulait le prix Nobel de la paix, elle l'a eu. Donc, lui, même si le peuple vénézuélien doit continuer sous le chavisme, peu importe. En tout cas, il ne veut pas, il n'a pas assez envie de voir la démocratie au Venezuela pour permettre à Maria Machado de prendre le pouvoir. Si sa préoccupation était le bien-être des Vénézuéliens et la démocratie là-bas et la fin de la dictature, l'une des premières mesures qu'il aurait faites, c'est de demander à Machado de récupérer et de prendre le commandement. Pourquoi ne le fait-il pas? Parce que c'est pas son objectif. Quand vous lui dites donc de venir, c'est par rapport à quoi? Pour qu'il vienne faire quoi en fait? Qu'il vienne installer la démocratie, une démocratie qu'il a installée où avant ça? Répondez à la question, où est-ce que M. Donald Trump a-t-il installé la démocratie, la fameuse démocratie qu'il doit venir installer au Burkina Faso? C'est-à-dire, pourquoi je parle du Burkina Faso tout le temps? La démocratie que vous voulez qu'il vienne installer aux États-Unis, il l'a installée où d'abord? Tu as donc un peuple vénézuélien qui tombe dans les mêmes pièges que ce que vous faites là-bas au Cameroun. Et vous ne devez pas oublier une variable importante, la CIA. La CIA intervient exclusivement hors du territoire des États-Unis. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la CIA intervient de la manière la plus incognito possible. Vous êtes là assis, vous dites le peuple a, Qu'est-ce que vous savez? Le peuple a quoi, en fait? Il y a des révolutions qui émanent du peuple, elles sont claires. Lorsqu'il y a une initiative, lorsqu'il y a une barbarie gouvernementale, et qu'il y a quelqu'un qui est excédé, Mohamed Bouazizi, il est excédé par quelque chose. Au Népal, le peuple, s'est énervé parce qu'on avait supprimé les réseaux sociaux. À Madagascar, ce sont les propos de Rajoelina qui ont énervé les gens. Parce que lui, il vantait le fait qu'il a la nationalité, lui et ses enfants. Il privait, il n'y avait pas d'électricité, ça tournait, c'était tournant, alors que l'État détient 100% des entreprises et ils sont fortunés. Il y avait la barbarie policière, il y avait énormément de facteurs qui font qu'à un moment donné, le torchon prend feu. Mais vos révolutions là, un pays vient, il chasse un dirigeant, et maintenant le peuple commence, vous voyez des Vénézuéliens dans la rue, vous dites que le peuple voulait qu'il s'en aille. Vous n'avez pas vu les 50 millions de dollars que les États-Unis ont mis
justement sur la table pour capturer Maduro, dont vous pensez qu'ils se sont limités à ça, quoi. Le rôle de la CIA, c'est d'entrer à l'intérieur du pays, de prendre les Vénézuéliens les plus stratégiques, les journalistes, les lanceurs d'alerte, les plus stratégiquement, du point de vue de la communication, les plus stratégiquement bien placés, et de dire, voilà, nous on te donne ici 500 000 $, tu vas, tiens-nous ici 50 000 $, tu vas, et c'est comme ça qu'on injecte, comme on met des poches de dynamite partout, et à un moment donné, on appuie sur le détonateur et tout s'allume. Vous entendez des gens qui crient, oui, ah bah la dictature, ah bah ils ont été payés pour. C'est le travail de la CIA. Votre naïveté est dérangante, votre naïveté est attristante. En fait, vous êtes assis devant la télé, vous regardez des choses et vous êtes convaincu que ce que vous avez vu, c'est ça qui est ça. C'est la CIA qui a détruit le gazoduc Nord Stream 2 pour empêcher que l'Allemagne et la Russie aient une relation économique étroite et que les voitures allemandes coûtent moins cher parce que le gaz, les énergies auraient coûté moins cher et les voitures auraient pu être vendues moins cher sur le marché américain et l'industrie allemande de manière générale aurait eu un coût de production moins élevé. C'est la CIA qui a organisé en Ukraine en 2014 les manifestations sur l'Euromaïdan pour renverser Viktor Yanukovych. Tout le monde regardait ça à la télé en disant « Ouh là là, vraiment les Ukrainiens veulent... » Mais est-ce que Yanukovych était démocratiquement élu? Pourquoi est-ce qu'on l'a renversé? Il a fait quoi? Et qu'il n'a rien fait de mal, il était démocratiquement élu. Comme dans vos têtes, les États-Unis sont là pour installer la démocratie, expliquez-nous pourquoi ils passent le temps à renverser même des dirigeants démocratiquement élus. Les États-Unis sous Barack Obama, un criminel de la pire espèce, un autre fou à qui on a donné le prix Nobel de la paix, Barack Obama, une sorcellerie pas possible. Barack Obama voulait entraîner, parce que lui, la doctrine était... comment dire, dans l'optique d'inclure d'englober les États-Unis, l'Union européenne dans une bulle et de contrôler la bulle à travers l'OTAN notamment, à travers les contrats TTIP-TAFTA, à travers justement l'alliance géopolitique, géostratégique transatlantique. Donc, il voulait affaiblir la Russie parce qu'il le disait à chaque fois. Russia is a regional power. La Russie est une puissance régionale. Il minimisait la Russie comme s'il tentait de ringardiser Vladimir Poutine et de le ridiculiser, de se moquer de lui. Alors Barack Obama décide, je veux que l'Ukraine intègre l'Union européenne, sachant que l'Ukraine fait partie d'une alliance contre le bloc occidental depuis 1955. Et la signature du fameux pacte de Varsovie qui répondait à la création de l'OTAN. Donc l'Ukraine, c'était pas prévu, c'est pas la même idéologie, c'est pas le même paradigme. L'Ukraine, c'est la droite du rideau de fer. Le reste, c'est la gauche du rideau de fer. Après donc avoir récupéré la Pologne et placé carrément ses militaires et ses armes là-bas, Barack Obama, en 2014, pousse Viktor Yanukovych à rallier l'Union européenne à travers un traité d'association. Viktor Yanukovych accepte d'abord, et puis il fait volte-face parce que Vladimir Poutine lui rappelle ce qu'il est et la réalité de la manipulation américaine. Dès l'instant où Viktor Yanukovych décide de ne plus signer, tous les problèmes ukrainiens sont apparus comme par magie. C'est-à-dire, soudain, la population, la même qui l'a voté, a eu envie de se débarrasser de lui. Il ne leur tirait pas dessus, il ne leur faisait pas de mal, mais ils ont commencé à manifester à l'Euromaïdan qu'on veut le départ de Viktor Yanukovych. Pourquoi? Parce que la CIA a justement infiltré les milieux contestataires ukrainiens pour obliger justement à ce que cette association soit possible. Ça devait être du forcing, ça devait arriver hoha, comme on dit au Cameroun. Et vous avez des gens, c'est-à-dire même parmi ceux dont on vous dit, on a vu des gens qui ont tiré sur la foule, même s'il fallait installer même les snipers qui tiraient sur les gens. Vous trouvez les membres de la CIA dedans. Et c'est comme ça qu'on prend les images, on fait la télé pense à votre place, vous êtes assis devant votre télé, vous dites, ah non, vraiment le peuple ukrainien parle, il veut se débarrasser de Maduro, il veut se débarrasser de Yanukovych, vous n'y comprenez rien. Le rôle de la CIA, c'est d'intervenir hors de son territoire. Et le rôle de la CIA, c'est d'être le plus incognito possible. Dès que tu retiens ça, tu as beaucoup avancé dans la compréhension des enjeux internationaux. Voilà comment les paradigmes mondiaux fonctionnent. C'est la CIA qui a fait que Muammar Kadhafi tombe. Le général Haftar, allez regarder là où il séjournait. Le siège de la CIA, c'est à Langley, aux États-Unis. Il a passé 22 ans près du siège de la CIA à Langley. Il habitait presque là. C'est-à-dire le maréchal Haftar. Quand Kadhafi se faisait sodomiser et assassiner par les milices organisées, manipulées par les États-Unis,
Vous avez vu Hillary Clinton arriver, fière, en rigolant, quand elle racontait en fait ce qui s'est passé. We come, we saw, he died, en rigolant. Pourquoi les États-Unis se réjouissent de la mort de Kadhafi? Est-ce que Hillary Clinton est libyenne? Son problème avec Kadhafi, c'est lequel? Le problème, c'est que il y a une animosité contre Muammar Kadhafi depuis les années 69, depuis les années 70, dès l'instant où il a pris le pouvoir en Libye, dès l'instant où il a chassé les Américains de la base militaire, des bases militaires qui étaient en Libye, dès l'instant où il a obligé, sous fond de nationalisation, les entreprises étrangères à être actionnaires minoritaires dans le pétrole et les ressources libyennes, c'était foutu. Et quand il a commencé à financer les révolutions anti-impérialistes en Amérique du Sud et dans tous les États, aussi aux États-Unis, c'était fini. C'est là que monsieur Ronald Reagan l'a surnommé The Mad Dog in the Middle East. C'est-à-dire le chien fou au Moyen-Orient. Parce que voilà, c'était ça, en fait. On a voulu, justement, en 2011, se débarrasser de Kadhafi qui avait renoué avec sa nature du passé. Voilà quelqu'un qui dit, moi je vais aider le dollar à disparaître, parce que je vais créer une monnaie qui aura une solidité qui pourra faire reculer le dollar d'au moins 1 ou 2% dans les échanges internationaux. Parce que je dispose de superbes quantités d'or, plus de 143 tonnes. Je vais donc utiliser cet or-là, en plus de l'or qui sera extrait des autres pays d'Afrique. Le Mali, le Burkina sont parmi les 4 plus gros exportateurs, producteurs d'or en Afrique. On va augmenter notre production d'or et à partir de là, la monnaie qu'on va créer aura une crédibilité parce qu'elle reposera sur quelque chose. L'or, on appelle cela la valeur refuge. C'est-à-dire, si votre monnaie, a des difficultés, des problèmes d'inflation, de perte de valeur, elle peut être compensée momentanément par des paiements en or. Ou, accessoirement, votre monnaie maintient sa crédibilité parce que, à n'importe quel moment, elle peut être échangée par son équivalent en or. Ce projet-là était en marche. Il n'en était pas question. Pour la France, pour les États-Unis, pour Israël, pour la Grande-Bretagne, il n'en était pas question. Dans le sillage du printemps arabe, on s'est arrangé, c'est-à-dire on s'est arrangé à ce que Muammar Kadhafi aussi ait son heure, ses jours sombres. On a infiltré les mouvements, on a financé les Libyens, on vous a pris, parce que vous aimez regarder la télé, des images prises par la chaîne Al Jazeera dans des conflits qui s'étaient déroulés ailleurs, au Moyen-Orient et ailleurs. On a publié ça à la télévision, on vous a dit, regardez, voilà Kadhafi qui tire sur son propre peuple. Vous êtes assis, vous avez applaudi, ah vraiment, bravo! Hurrah, on a chassé le dictateur. La même chose se reproduit chaque année. Votre naïveté ne faiblit pas, votre naïveté est la même. Je suis abasourdi, moi je n'aurais pas cru ça possible. Qu'en 2026, l'année vient à peine de commencer. Vous commencez l'année 2026 pile où vous avez achevé l'année 2025. Dans le même logiciel de naïveté. L'année vient à peine de commencer, vous n'avez pas changé. Les éléments qu'on utilisait pour vous mentir l'année dernière, on les utilise encore pour vous mentir aujourd'hui. C'est-à-dire, vous êtes tellement endoctriné que même quand le coupable dit que, en fait, je ne viens pas mettre la démocratie, vous applaudissez quand même en disant, ok, viens aussi chasser Paul Biya. Mais il vous dit qu'il ne vient pas mettre la démocratie, donc il vient chasser Paul Biya. Pourquoi exactement? Pourquoi? Puisque son but n'est pas de mettre la démocratie. Il y a monsieur Edmundo Rodriguez, l'ancien candidat, le candidat aux dernières élections 2024, l'ami de Machado, son ancien camarade, qui a été élu et qui a gagné les élections face à Nicolas Maduro. Pourquoi est-ce que c'est pas lui que Donald Trump veut placer à la tête du pays? Il est actuellement en Espagne. Madame Machado lui a dit, mais il faut prendre le pouvoir, monsieur Edmundo Rodriguez, ou c'est Edmundo Dominguez. Faut prendre le pouvoir. Mais Trump, c'est pas son problème. Trump dit, nous contrôlons le pays, nous, les États-Unis, nous contrôlons le pays. Et quelle est sa manière de contrôler le pays? Il veut dire à Delcy Rodriguez, la vice-présidente actuelle, ok, tu as vu ce que j'ai fait à Maduro, je vais te faire la même chose si tu ne me concèdes pas d'immenses parts d'action dans l'exploitation pétrolière, d'immenses contrats de production et d'extraction et d'exportation du pétrole. Si tu ne fais pas ça, moi aussi je viendrai te renverser. Voilà son objectif. Il ne pouvait pas agir à long terme parce que c'est pas la méthode de Trump.
les interventions longues, de deux parce que comme il n'a pas l'aval du Congrès, si ça s'éternise, c'est pas bien. Déjà, c'est pas bien pour l'image des États-Unis, ça devient un bourbier. Tu envoies tes troupes au sol, c'est facile de partir, d'aller, c'est pas facile de revenir. Tu n'as aucun moyen de savoir que tu as obtenu le résultat. En plus, il y a les Vénézuéliens, ça n'a marché que sous l'effet de surprise et grâce à la trahison. Maintenant, il y a 4 millions de Vénézuéliens, de guerrieros armés sur les plus de 25 millions de Vénézuéliens. Tu as 4 millions qui ont été formés par Maduro au maniement des armes, à la pose des grenades, des lance-roquettes et tout ce que vous savez, qui savent mener la guérilla urbaine et qui n'auraient aucun mal à lyncher et à liquider les soldats américains qui carrément se donnent le luxe de patrouiller dans leur ville. 4 millions de personnes. C'est une armée de 4 millions de personnes, c'est pas évident. Et les États-Unis ne vont pas envoyer 4 millions de personnes au Venezuela et ne vont pas commencer à bombarder toute la ville, sinon ce serait vraiment, une approche suicidaire. On va dire à Trump que donc c'est ça que tu allais faire au Venezuela et ça devient un bourbier, ça nourrit l'anti-américanisme. Déjà ça a même commencé. Tu as la Colombie, tu as le Mexique, tu as tout le monde qui est actuellement en train de dire à Trump que ça ne va pas passer par nous et qui est en train de faire des manifestations anti-États-Unis et en train de brûler le drapeau américain alors que les relations à la base avec les États-Unis n'étaient pas si mauvaises que ça. Donc Trump ne vient pas installer la démocratie. S'il avait la possibilité d'enlever tout le régime, il l'aurait fait. Mais comme ça prend du temps, et comme il faut convaincre les Vénézuéliens d'accepter les 4 millions qui ont été formés aux armes par Maduro, il faut les convaincre d'accepter le prochain régime. Ce n'est pas évident. On est au Venezuela, c'est pas évident. Le Venezuela, ça reste un État bolivarien, un État chaviste. Faut pas être naïf de penser que non, les choses seront simples. Les États-Unis étaient déjà là. Ils ont été chassés. Pourquoi ils ont été chassés? Parce que le Venezuela en a eu marre. Ils ont été chassés dans les années 70 parce que, en 76, parce que les Vénézuéliens en avaient marre. Depuis, pendant, je sais pas, pendant une, 2, 3, 4 décennies, les Américains avec Chevron, avec ExxonMobil, exploitaient le pétrole vénézuélien comme bon leur semblait. Mais est-ce que à l'époque les Vénézuéliens se portaient mieux? Non. Si les Vénézuéliens se portaient mieux, les Vénézuéliens les auraient pas chassés, ils auraient accepté que les Américains restent. Mais comme les Américains n'étaient là que pour piller, arracher, voler, le Venezuela en a eu marre et leur a dit de partir. Là, vous demandez que les États-Unis fassent quelque chose qu'ils ont déjà fait. Ils étaient déjà là, ils contrôlaient déjà le pays. Mais ça n'a pas donné les résultats que ça aurait dû donner. Ils contrôlaient déjà le pays, mais sans résultat. Et comme ils contrôlaient le pays, c'est-à-dire la manne financière à l'époque s'est élevée à près de 100 milliards. 100 milliards de dollars. Donc, et c'est pour ça que les Vénézuéliens ont dit aux Américains de s'en aller. Donc, progressivement, les entreprises ont commencé à rentrer dans l'escarcelle vénézuélienne et les États-Unis ont commencé à perdre pied et le Venezuela a commencé à coopérer avec des pays qui étaient moins barbares. Des pays qui, même si ils calculaient quand même ils avaient quand même leur calcul économique, ce qui est normal, c'est la loi du marché. Quand tu négocies avec quelqu'un, il veut ses avantages. C'est ce que fait la Chine. Mais c'est plus agréable de commercer, de communiquer avec la Chine parce que la Chine ne cherche pas à changer le régime à la tête de l'État. La Chine ne cherche pas à nous expliquer ce qu'est la démocratie, ce que sont les droits de l'homme. La Chine considère que chaque peuple est assez mature pour régler ça. Et encore, la Chine considère que il y a les Nations Unies qui peuvent s'occuper de cette question. Il y a des organismes officiels qui ont été mis sur pied pour gérer la question des droits de l'homme et de tout le tralala. À la limite, on pourrait même être d'accord si le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était réuni et avait décidé unanimement que il y a tel dictateur là qui fait n'importe quoi, il faut quand même libérer le peuple de ce dictateur là. Là, c'est différent. Et encore que même ça c'est très risqué, ça ne porte pas des fruits en tant que tel, mais au moins c'est différent. C'est un mandat onusien où les pays ont voté, même si tous n'ont pas le droit de veto, où les pays ont voté, où tous les pays même ayant des observations différentes ont conclu que oui, c'est vrai que là il y a une dictature invivable. Et comme le pays en question est même lui aussi membre des Nations Unies, ça veut dire que ce pays s'est engagé à ce que, s'il y a des troubles, les Nations Unies peuvent se réunir et adopter une résolution pour régler le problème. Donc, a fortiori, oui. Mais là, c'est un individu qui décide de n'en faire qu'à sa tête. C'est un individu qui décide que tel ne me plaît pas, donc je viens intervenir. Petit à petit, ils ont nationalisé au Venezuela sous Hugo Chavez. Ça s'est accéléré justement. Et après, c'est devenu,
il a fait reculer le taux de mortalité, la mortalité infantile, la famine, il a fait avancer l'éducation, il a fait beaucoup de réformes sociales, beaucoup de réformes socialistes, mais comme sa politique ne plaisait pas aux Américains, ils ont mis un embargo, le même embargo qu'on a mis à Cuba depuis le 3 février 62, parce que Cuba avait osé laisser les Soviétiques poster leurs missiles à quelques kilomètres de la Floride. Ça a créé une situation terrible. Donc tu as des pays, les États-Unis passent le temps à mettre les embargos sur les pays, mais il y a ce vanter que tel pays est économiquement faible, mais le Venezuela est plus près. Mais tapez le Venezuela sur Google, c'est plus beau que le Cameroun, c'est plus développé que le Cameroun. Pourtant, nous on n'est pas sous embargo. Caracas c'est plus beau que Yaoundé, c'est 3, 4, 5 étages au-dessus. Pourtant, ils sont sous embargo. Donc, vous mettez un pays sous embargo, vous l'empêchez de commercer avec la Chine, avec tel. Et après, vous dites que le président n'arrive pas à redresser l'économie du pays. C'est de la mesquinerie. Et l'embargo ne vient pas du fait que c'est un dictateur et vous êtes contre les dictatures. Non, l'embargo vient du fait qu'en fait, il n'obéit pas à vos 4 volontés. Donc, chers Africains, des Africains idiots, je ne dis pas que les Africains sont idiots, je dis ceux que je décris là dans le texte d'en haut là, qui demandent carrément à Trump d'intervenir, ce sont des idiots. Et même contre votre gré, on va vous sauver de l'idiotie. L'un des meilleurs amis de Donald Trump, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Vous savez que là-bas, pour moins que rien, on te condamne à 100 coups de fouet. Quelle est cette démocratie où tu es condamné à 100 coups de fouet? Vous savez que la femme de Jamal Khashoggi, pauvre journaliste, porte encore aujourd'hui la tragédie du décès de son mari. Elle a accompagné son mari faire ses papiers, un journaliste contestataire du régime en exil. Elle l'a accompagné faire ses papiers en 2018 à Istanbul, en Turquie, à l'ambassade saoudienne. Même si tu es contre le régime, tes papiers, ton statut administratif, ça n'a rien à voir. On doit te faire tes papiers. Il n'y a aucun rapport entre tes papiers en tant que citoyen et le régime. On a capturé Jamal Khashoggi dans l'ambassade de Turquie, d'Istanbul. On l'a torturé. On lui a tout fait. Des tasers, on lui a ouvert la chair. C'est-à-dire, on l'a pendu ciel contre terre. On a tout fait. On l'a assassiné dans une ambassade. On a découpé son corps en petits morceaux. On a mis dans les valises. Le corps est sorti dans les valises. Et personne n'a été inquiété jusqu'ici. Mais moi, comment dire? Monsieur Ben Salman, c'est le meilleur ami de Donald Trump. Il passe son temps aux États-Unis. Est-ce que celui qui veut instaurer la démocratie peut avoir pour meilleur ami Mohammed Ben Salman, un homme qui découpe ses journalistes dans les ambassades? Est-ce qu'il y a des élections en Arabie Saoudite? Quelle est la démocratie que vous voulez que Trump ramène au Cameroun? Trump, c'est l'ami de Paul Biya, ce sont des despotes, ce sont les mêmes gens. C'est-à-dire, le jour où il va se pencher sur le Cameroun et vouloir régler le problème Paul Biya, ce ne sera pas pour vous mettre la démocratie, ce sera pour remplacer un vieillard corrompu par un jeune corrompu. Donc Paul Biya va partir et Ferdinand Gongo sera là. Comme vous nous avez sorti le bon diable avec Chiroma Bakary, comme vous nous avez, c'est-à-dire, vous nous avez amené dans un délire où il fallait accepter Chiroma Bakary sous prétexte qu'il faut chasser Paul Biya, je vous vois déjà venir. Puisque vous êtes capable de dire à Trump de venir prendre le pouvoir, vous allez encore venir nous expliquer demain que oui, Gongo c'est mieux, il fallait que Paul Biya parte, et après la suite on allait voir. C'est quelle réflexion idiote ça? On allait voir après la suite, c'est quoi la suite? Vous n'avez pas déjà vu la suite dans les autres pays? La suite en Iran, c'était comment? Quand le Shah Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi dirigeait l'Iran, c'était comment? Est-ce que ce n'était pas... C'est-à-dire, c'était plus ou moins la même chose que ce qu'on a actuellement avec les ayatollahs. Mais au moins, c'est les Iraniens qui gèrent leurs problèmes. Laissez les Iraniens gérer leurs problèmes. Ou au pire, s'il y a un mandat onusien. Mais c'est pas un pays qui doit faire la loi dans un autre pays. Il n'y a pas de mandat onusien actuellement pour intervenir en Iran. Donc, les États-Unis doivent foutre la paix aux Iraniens. On chasse d'abord Biya, on va voir la suite. En 73, au Chili, c'était démocratique. Je suis obligé de vous reparler des mêmes exemples parce que j'ai l'impression que ça n'entre pas. Tout ça parce que on nationalise les mines qui appartiennent, que les États... C'est le même scénario partout. Au Panama en 89, c'est les mêmes questions. Dès l'instant où Manuel Noriega ne chantait plus la chanson des Américains, c'était fini. Les États-Unis l'ont déposé en 89. Vous allez au Honduras,
D'ailleurs, même en parlant du Honduras, l'ancien président du Honduras, monsieur, comme il s'appelle, Juan Orlando Hernandez. Monsieur Juan Orlando Hernandez, ancien président du Honduras, a été arrêté par les États-Unis, condamné à 45 ans, un truc comme ça, exactement comme Manuel Noriega à l'époque, ancien président du Panama. Il a été condamné à une 40aine d'années de prison pour trafic de drogue, pour narcoterrorisme, bref, tout ce que Donald Trump a inventé là pour se donner une utilité sur l'échiquier international. Et il a été relaxé en 2025, amnistié par Donald Trump. Mais comment quelqu'un qui veut combattre la drogue amnistie un baron de la drogue? Et en même temps, il arrête une autre personne en disant que bon, toi tu es un baron de la drogue. Quel est le sens derrière? Vous voyez que Trump, on est dans le show. C'est le show pour rien. Pour resituer les États, pour effrayer tout le monde, pour se resituer, parce que les États-Unis perdent pied. Ils perdent pied partout. La croissance économique, elle est du côté de la Chine. Les Chinois sont partout. Les semi-conducteurs, c'est Taïwan qui les produit. Les voitures électriques, c'est Tesla. Même les voitures les plus aimées à l'international, les voitures de luxe, tout en étant accessibles, c'est les voitures allemandes. La BMW, la Mercedes, c'est mondialement connu. Vous connaissez peu de voitures américaines aussi populaires, même si évidemment il y a les grandes marques américaines que tout le monde connaît, mais BMW et Mercedes, c'est un best-seller absolu. C'est le succès, mais pas possible. Même aux États-Unis, quand tu es en Mercedes, tu montres que tu es riche. Quand tu es en BMW, c'est une manière de montrer que je suis là. This is my BMW. Même aux États-Unis, on se vante de ça, là. Pour le spatial, pour l'aéronautique, Airbus est devant Boeing. Boeing a énormément souffert. Souvenez-vous, après le crash d'avion d'Ethiopian Airlines, là, en 2018 et de Lion Air en 2019, ou inversement, à cause de ce petit logiciel-là qu'on avait mis dans le 737 et qui permettait de stabiliser l'avion pour éviter qu'il pique du nez quand il y avait une perte d'équilibre. Le fameux MCAS, le Maneuvering Characteristic Augmentation System, sur lesquels les pilotes n'avaient pas été briefés et qui avaient donc conduit aux accidents parce que quand le MCAS réajustait l'avion, les pilotes faisaient autre chose parce qu'ils ne savaient pas que le logiciel existait. Ça a conduit à ce que les gens commençaient à fuir le 737 MAX et il était cloué au sol pendant plus d'1 an avant de recevoir à nouveau la validation de l'autorité civile internationale. Entre-temps, les actions de Airbus ont totalement grimpé pendant que les actions de Boeing ont totalement dégringolé. Même l'A380 de Airbus qui était mis au banc de touche pendant plusieurs années, notamment à cause du Covid et parce que c'est trop gros, pas rentable, ça doit remplir d'abord, etc. Ça commence à avoir une seconde vie. Airbus a totalement dépassé Boeing sur les commandes internationales et sur les parts de marché et sur les actions demandées, sur le prix, la valeur des actions. Sur l'aérospatial, les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, ils sont très doués dans le secteur. Même s'ils coopèrent avec la NASA, la NASA aussi a besoin d'eux. Elle a même eu besoin d'avoir recours au privé et de SpaceX. Sur le terrain, je sais pas, du reste, comme je disais, même les trucs élémentaires comme les denrées alimentaires, la Russie est là. Sur le terrain du nucléaire, la Russie, si on la laisse faire, elle pourra permettre aux pays de l'AES si on la laisse faire. Si les Africains ne sont pas débiles et savent choisir leur coopération, à long terme, à moyen terme d'ailleurs, on aura des centrales nucléaires à minima civiles. Dans le Sahel, ce que la France, les États-Unis ou je ne sais qui pendant des décennies n'ont pas été capables de faire. Dont les Américains, tout ce qu'il leur reste, c'est ça là. Google, Facebook, Amazon, Microsoft, bref, la tech, les GAFAM, le numérique. Et même là-dedans, ils sont en train de perdre du terrain parce que, actuellement, là, je privilégie moi-même de plus en plus TikTok, plus que Facebook, parce que TikTok me permet de faire des conférences interactives où les gens, à un moment donné, peuvent monter et intervenir. Ce que Facebook ne permet pas. Donc, c'est compliqué, c'est chaud. Il faut donc se replacer, il faut donc se repositionner d'une certaine façon. Mais sinon, c'est vraiment les agitations de quelqu'un qui va mourir bientôt. C'est pas que les États-Unis vont devenir millième puissance mondiale dans 1 an ou 2, non. Ils sont très forts, ils ont des porte-avions, l'arme nucléaire, une grande industrie. Oui, mais la puissance qu'ils veulent obtenir ou qu'ils veulent maintenir, ils ne la maintiendront pas. Tous les royaumes ont connu un déclin. C'est une marche inéluctable de l'histoire. Les États-Unis ne sont pas plus puissants que l'empire du Mali à son époque. Mais il s'est effondré. Que l'empire Songhai, que l'empire du Ghana, que l'empire tout couleur.
que l'empire le royaume de Matamba Ndongo, que l'empire babylonien, que le royaume que la ligue la ligue du Péloponnèse ou la ligue de Délos, ils ne sont pas plus puissants que l'empire romain. C'est-à-dire, ils ont justement leur puissance et avec leurs limites. Ce qui fait qu'à un moment donné, comme tout empire, comme tout royaume, on connaît une phase de déclin. C'est la marche de l'histoire, ça a toujours été comme ça et rien ne peut y changer, on ne peut pas y faire face. Et donc, comme ils sont convaincus que ça va changer, comme ils sont convaincus que non, il y aura du recul, comme ils sont convaincus que non, en faisant comme on fait là, on va retrouver un second souffle, ils sont en train de s'agiter, comme ils sont en train de s'agiter, mais cela reste précisément rien d'autre que de l'agitation. Et l'agitation traduit une fébrilité quant à la montée, vis-à-vis de la montée en puissance des autres nations à travers le monde. Et Trump fait donc ça pour essayer de se convaincre que non, on peut encore tenir. Ils peuvent peut-être, tu vois, un peu comme la lumière qu'on va éteindre, elle se rallume de temps en temps, elle tient. Elle tient encore 2-3 secondes. Elle tient 18 secondes. Mais elle va finir par s'éteindre. Et donc c'est une allégorie pour montrer la perte de vitesse des États-Unis devant l'émergence de ce qu'on appelle le Sud global. Voilà la motivation de Trump. Contrôler le reste ou espérer contrôler le reste du monde avec des actions d'éclat, mais il n'obtient rien. En Iran, il n'a rien obtenu, rien du tout. L'Iran est resté l'Iran. Ils ne vont pas vous dire qu'actuellement on construit de nouvelles centrales, ben non. Même la centrale, la fameuse, comme je disais, le fameux site à Fordo, les gens n'étaient pas au courant, les gens se sont rendus compte sur le tard parce que quelqu'un avait trahi le secret. Donc de la même manière, si aujourd'hui ils commencent à travailler sur un nouveau projet, ben ils ne vous le diront pas. Ils vont réussir à maintenir ça caché jusqu'à ce que ça émerge. Si la Corée du Nord y est parvenue, vous pensez que l'Iran, se sachant en danger à ce point, ne le fera pas avec les Américains qui les menacent tout le temps. L'Iran va toujours dire aux États-Unis, ben non, on ne veut pas, on discute. Ils vont aussi jouer de la roublardise, comme les États-Unis jouent de la roublardise. Et donc, ce qu'ils ont essayé là-bas, ils n'ont pas obtenu. Il a dit qu'il veut arrêter le massacre des chrétiens au Nigeria. Il a bombardé le Nigeria. Bon, est-ce que le massacre des chrétiens s'est donc arrêté parce qu'on a mis 2-3 bombes? Il a dit qu'il veut la paix entre la RDC et le Rwanda. Il est allé signer un document. Est-ce qu'il y a la paix entre la RDC et le Rwanda? Il a dit qu'il veut un cessez-le-feu sur Israël pour arrêter les tueries, les génocides, ce qui se passe là avec Netanyahou. Est-ce que c'est arrivé? Il a dit qu'il veut, voilà, contrôler le Venezuela. Est-ce qu'actuellement il contrôle le Venezuela? Il a échoué partout. Il a dit, c'est-à-dire, ils ont dit, voilà, il a dit qu'il allait arrêter la guerre entre la Russie et l'Ukraine en un mois. Et après, il a changé, il a dit, bon, en 90 jours, donc en 3 mois. Mais il n'a pas arrêté, la guerre continue. Trump a échoué dans tout ce qu'il a fait à l'international. C'est vous qui ne voyez pas. C'est beaucoup de show, beaucoup de bruit, mais il n'y a pas de résultat. Ce que je dis là, vous tous, vous pouvez voir. On a voulu que l'économie russe s'effondre, que la Russie soit à terre. Actuellement, le taux de croissance en Russie est supérieur au taux de croissance des autres pays de l'Union européenne. Il est de l'ordre de 4%, l'Allemagne est à 0%. La France a même réussi à être au-devant l'Allemagne. Donc, de quoi parlons-nous? Il a échoué partout, c'est beaucoup de show, beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, de feux d'artifice, mais il n'y a pas de résultat. Et à l'intérieur des États-Unis, tu as une Amérique fracturée comme pas possible. Les démocrates, les républicains ne s'entendent absolument pas. Le pays est au bord de l'implosion. Tu as, c'est-à-dire, au lieu de s'occuper de l'intérieur du pays, tu as l'infrastructure du pays qui ne ressemble à rien. Regarde, quand tu pars à New York, même quand tu arrives à l'aéroport de New York, un grand aéroport, hein, l'un des plus grands du monde, l'aéroport JFK, c'est vieux, c'est vétuste, tu t'es, mais j'ai été Rio. Tu prends le métro à New York, c'est comme les trains des années 40. Tu mais qu'est-ce que c'est? Il y a des rats, ça sent mauvais, il y a des trucs. Va prendre le métro à Pékin ou et revient. Va prendre le métro à Moscou. Moscou, qui est d'ailleurs reconnu comme ayant les plus belles stations de métro au monde. Donc, il y a énormément de choses où il faut investir à l'intérieur. Ils ne le font pas, ils sont occupés à faire du bruit pour, essayer de dire, d'empêcher de barrer la route à la Chine. Ce qui est inéluctable, l'éclosion de la Chine, c'est la marche des empires, ça a toujours été comme ça. Tu as une heure de gloire, ça dure une 50aine d'années, aux États-Unis c'est bon, un demi-siècle, ajoutons même les 20 années du 21e siècle, 70 ans, mais à un moment donné la courbe descend, tu n'y peux rien, c'est vraiment inéluctable, tu n'y peux rien. Donc tout ça là, c'est beaucoup de bruit, et il s'aime beaucoup. La seule chose que Trump réussit à faire, c'est d'ajouter le chaos au chaos. C'est-à-dire, c'est cette impression-là, j'ai mis fin à la guerre, j'ai mis fin à ça. À quelle guerre?
Rien que le fait de créer un climat de poudrière, un sentiment anti-israélien, un sentiment anti-américain. Comment dire, c'est la poudrière, les braises chauffent pour justement une explosion, un pic, une éruption future. Parce qu'actuellement, avec ce qu'on fait à Gaza, l'Iran ne va pas se dire bah j'arrête le programme nucléaire. Non, l'Iran sait que c'est ce sort qui m'est réservé si ça continue. En plus, si Trump menace, bah évidemment l'Iran se dit et maintenant il y a l'Europe avec le Groenland qu'on menace, tout le monde finit par se dire mais attends, c'est quoi, c'est ce type de qu'est-ce qui est en train de se passer. Beaucoup de shows qui engendrent sur le court terme beaucoup de spectacles et de la crainte, c'est clair. Mais à moyen et long terme, ça va se retourner sur les États-Unis d'Amérique. Je ne parle même pas de ces problèmes personnels avec l'affaire Epstein et tout, c'est-à-dire les amis, ils ont tout fait pour cacher les dossiers sensibles. La justice américaine a publié il y a quelques semaines là déclassifier les dossiers de l'affaire Epstein, mais il y a beaucoup de flou, beaucoup de trucs barrés, beaucoup de trucs cachés et tout, parce que évidemment si on dévoile tout, même lui il est dedans, même lui il est... Tu n'es pas ami de... Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu n'es pas ami aussi proche avec quelqu'un de telle nature, votre amitié reste pareille jusqu'à la fin de sa vie, et tu n'es pas dedans. Souvenez-vous des paroles de Trump en 2005, qu'on a retrouvé dans un audio quand il dit ce qu'il faut faire des femmes, que quand tu es riche, quand tu as réussi ta vie et tout, les femmes tu peux tout faire. You can do everything with them. You can grab them by the pussy. Tu peux les tenir par les pétons. Oui, il a dit ça, c'est pas moi. Tu peux les tenir par les pétons. Et voilà, donc quelqu'un qui parle comme ça ne peut être que l'ami de Jeffrey Epstein. Donc ces incursions à l'international, d'une certaine façon, peuvent aussi lui servir à cacher ou du moins à détourner l'attention, il a le focus américain sur les casseroles qu'il tient en interne, sans compter qu'il devra tôt ou tard répondre même devant la justice de ce qu'il est en train de faire au Venezuela. Sauf à dire que les États-Unis sont un pays qui n'a plus de loi, le Congrès n'a plus de pouvoir, plus rien n'a de pouvoir, donc le président vient, il fait ce qu'il veut. Ça ne peut pas tenir sur le long terme. Cette attitude à la Jules César, ça se retournera contre lui. Il n'est pas le premier le premier mégalo à avoir la folie des grandeurs. Franklin Delano Roosevelt était un grand président, le seul à qui on a même permis de faire 4 mandats. Alors qu'aux États-Unis, il n'y en a que 2, il en a fait 4 consécutifs. Ce n'est que la mort qu'il a enlevée de là en avril 45. Mais Roosevelt avait de la retenue. C'est Roosevelt qui a redressé les États-Unis avec le New Deal, la nouvelle orientation économique, après le jeudi noir d'octobre 1929. C'est lui qui, avant même l'arrivée d'Harry Truman, c'est lui qui a développé l'arme nucléaire américaine. C'est lui qui a aidé les Européens à gagner la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui a organisé le débarquement en Normandie, l'opération Overlord. C'est lui qui a organisé, les grandes batailles qui ont suivi, la riposte qui a suivi le bombardement des navires américains à Pearl Harbor en 41. Mais il n'avait pas la folie des grandeurs de Donald Trump. Or, c'est un grand président. Donald Trump ne sera jamais à sa hauteur. C'est un showman, beaucoup de bruit, beaucoup d'énergie déployée, mais peu d'efficacité sur le long terme. Genre, y a pas un truc qu'on voit, on dit grâce à Trump, voici les résultats. Au contraire, quand il finit, on se dit, mais ça a servi à quoi? Au Nigeria, actuellement, vous posez la question, ces bombardements ont servi à quoi? En Iran, vous posez la question, mais ces bombardements ont servi à quoi? Parce que les choses ont l'air d'être pile là où elles se sont arrêtées. On dirait un statu quo, comme si rien n'avait bougé. Au truc là, comment ça s'appelle? Oui, j'ai parlé du Nigeria. Enfin, la RDC, voilà. Il a fait une réunion là. Je veux le prix Nobel de la paix, j'ai arrêté 8 guerres. Beaucoup de shows, ils voulaient le prix Nobel de la paix. Donc il a appelé tout le monde. Venez, on s'invite. On fait la paix. Il a organisé le truc à Gaza. Allez, j'ai bombardé. Bon, ça suffit. Maintenant, on fait la paix. Tout ça pour dire au comité de Nobel de Norvège, voilà, j'ai mis la paix dans 8 pays, donc je merde le prix Nobel. Beaucoup de shows. C'est de l'esthétique, c'est de la cosmétique, c'est de la géopolitique de façade, c'est de la cosmétique militaire, de la cosmétique politique, mais il n'obtient rien. Au Venezuela, on peut reposer la même question, ça a servi à quoi? Toutes les interventions de Trump te poussent à te poser la question, mais ça a servi à quoi tout ça? C'est-à-dire, on ne voit pas sur le long terme la raison pour laquelle la finalité, l'objectif atteint. Je ne vois nulle part les objectifs atteints, nulle part. Poutine, au moins, je vois que bon, il a récupéré 20% de l'Ukraine. Ok, il n'a pas réussi à capturer Zelensky, mais ça c'est le show.
il n'a pas réussi à faire le show comme l'a fait la CIA, et il n'y a pas de problème. Mais au moins, il a 20% du territoire. Bon, Trump qui a fait le show en Iran, qu'est-ce qu'il a obtenu? Ah, rien. L'uranium iranien est là. Il peut même le traiter en Russie. Est-ce que vous allez intervenir en Russie? Il peut dire à Poutine, ok, j'ai besoin de travailler avec toi pour les centrifugeuses. Poutine dit, ok, viens. Qui va aller bombarder et kidnapper Vladimir Poutine? Vous voulez mourir? Il a le Sarmad, le Satan 2. Il a 6000 têtes nucléaires. Vous allez faire comment? La réponse sera immédiate. Vous allez, c'est-à-dire, avant même de le kidnapper, vous allez vous kidnapper vous-même et revenir à de meilleurs sentiments. Donc, l'Iran a des alternatives. Et la Russie qui a un peu lâché Bachar al-Assad pour se concentrer sur l'Ukraine, qui ne s'est pas trop intéressé à Maduro, peut-être parce que ça légitime justement son intervention en Ukraine, ben, la Russie ne voudra pas perdre des alliés potentiels. Et s'il faut soutenir l'Iran, elle le fera dans ce registre. Donc je ne vois pas du tout ce que Trump a obtenu au-delà du show, au-delà du blabla et de l'exhibitionnisme. Mais sinon, vous qui pensez donc que c'est la démocratie qu'il venait installer, sachez que son objectif, il est clair, il est affirmé. Je veux le pétrole. Le Venezuela a 300 milliards de barils de pétrole, de quoi tenir pendant 1375 ans. Donc les États-Unis ont besoin de ce pétrole-là pour contrôler les flux, pour contrôler les transactions, pour contrôler le marché pétrolier international, pour entraîner, comment dire, quand il y a problème, quand ils en ont besoin, pour entraîner la pénurie du pétrole et donc la flambée des prix, et pour récupérer quelques dollars au trésor, ou pour justement, et quand il s'agit de nuire à la Russie par exemple, verser le pétrole partout dans le monde, et comme ça créer une déflation, c'est-à-dire prolifération du prix de pétrole. Le prix baisse terriblement, le pétrole devient presque gratuit, et si la Russie a besoin des revenus pétroliers pour alimenter son industrie militaire, la Russie se retrouve dans une situation où la rentabilité est faible. Parce que trop de pétrole diminue justement les revenus. Parce que le baril va descendre, un baril à $150 ou à $200, c'est le paradis pour Vladimir Poutine. Mais un baril qui descend à $50, $60, c'est beaucoup moins. Donc c'est un peu dans cette optique-là. Et c'est pour ça qu'on avait vu Joe Biden en Arabie Saoudite, par exemple, supplier Mohamed Ben Salman, l'homme qui fouette les gens de 100 coups de fouet quand tu commets une bêtise et qui décapite et égorge ses journalistes dans l'ambassade. Un démocrate, qui est ami avec Ben Salman. Un autre partisan de la démocratie, selon vous, les Africains, Donald Trump, qui est ami avec Ben Salman, les États-Unis étaient allés le voir pour le supplier de, augmenter la production de pétrole pour faire baisser les prix. Mais Ben Salman a refusé puisque lui il a besoin que les prix soient élevés et aussi pour gagner de l'argent. Et c'est pour ça que les États-Unis avaient détesté Muammar Kadhafi quand il avait imposé le choc pétrolier de 1973 à partir duquel le pétrole se vendait à l'international, le pétrole se vendait, à l'international, le pétrole se vendait à bas prix parce que, quand il avait créé la pénurie, Muammar Kadhafi, pour que le pétrole se vende à un prix élevé. Donc à partir de là, oups, pardon, Tu dois pardon,
oui, d'accord. Désolé, petite rupture sonore. Donc, et c'est pour ça que, voilà, je disais, et c'est pour ça que moi, Marc Kadhafi, désolé pour la petite rupture sonore. Pardon, ah oui, d'accord. Désolé, petite rupture sonore. Donc, et c'est pour ça que, voilà, je disais, et c'est pour ça que moi, Marc Kadhafi, désolé pour la petite rupture sonore, c'est pour ça que moi, Marc Kadhafi était devenu l'un des pires ennemis des... Bon, ah oui, d'accord. Désolé, petite rupture sonore. Fini. Pardon, ah oui, d'accord. Désolé, petite rupture sonore. Donc, et c'est pour ça que, voilà, je disais, et c'est pour ça que moi, Marc Kadhafi, désolé pour la petite rupture sonore, c'est pour ça que moi, Marc Kadhafi était devenu l'un des pires ennemis des Américains, parce qu'en 1973, constatant que les États-Unis avaient besoin de pétrole pour justement financer la déstabilisation des pays à travers le monde, il avait demandé aux pays exportateurs de pétrole de stopper la production de pétrole pour que le pétrole de... aux Américains de fermer la base de Guantanamo, un territoire qu'ils avaient acquis de Cuba. À Cuba, donc ça doit revenir à Cuba. Maurice Bischoff estimait que les même si les États-Unis l'ont construit, le canal doit revenir au Panama, et plus tard, en 70, Carter Torrijos, parce que ça avait été signé entre le président Jimmy Carter et le président du Panama. Deux puissants